Salut, salut, et on se retrouve pour la deuxième vidéo du confinement. Alors, je vous avais demandé ce qui vous ferait plaisir de voir comme vidéo pour essayer de s'occuper un petit peu. Donc, on a fait la première vidéo qui n'était pas forcément prévue, qui était sur les Séraphons. Et vous nous avez soumis une idée que j'avais trouvée assez sympa, qui était un petit peu d'écumer les différents BT et de sortir une ou deux listes sur chacune de ce qu'on pourrait voir actuellement en tournoi, qui était, on va dire, relativement fort. On va dire les trucs les meilleurs du BT. Donc voilà, donc aujourd'hui je suis avec Paul. Salut à tous. Donc Paul avec qui j'ai appris à jouer carrément. Et on joue pas mal ensemble depuis une petite année maintenant. On se retrouve pas mal en tournoi. Et on a eu l'occasion de poncer pas mal de BT. Donc par contre, alors évidemment des BT il y en a 22. On n'est pas expert sur les 22. Donc il y aura certainement certains BT où on n'aura pas forcément autant à dire que ce que les experts de ce BT auront en tête. Il y a d'autres BT que malheureusement on n'a pas trop vu, et d'autres BT qu'on sait carrément pas trop comment essayer de sauver. Donc ça sera clairement pas à temps égal sur chacune des allégeances, mais voilà, l'idée c'est de sortir une ou deux listes sur chacune d'entre elles. En fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est récupérer les listes qu'on a pu voir en tournoi, parce que ça fait un an finalement qu'on écume pas mal les tournois tous les deux, Mm. en France, en Belgique, ailleurs. Et voilà, on a vu passer des listes de tout niveau, tout type de joueurs, et finalement quand même presque tous les BT représentés. Donc en fait, on a essayé de récupérer voilà les listes qui nous paraissaient les plus fortes, qui ont le mieux performé, qui ont fait des surprises dans chacune des allégeances. Et finalement, ça fait presque une quarantaine de listes en tout Ouais. qu'on a retenues. C'est ça, ouais, Voilà, c'est ouais. des pseudo-listes, hein, c'est pas des listes intégrales, mais ça permet de bien discuter de ce qui est possible de faire de fort avec chaque BT. C'est ça. Et en plus, c'est assez sympa parce que comme on est un peu, bon, moi je suis un peu boulimique. Oui, voilà, on a à la fois le point de vue de comment je joue ça, comment je joue contre ça. Donc pas sur tout, évidemment, mais quand même sur une partie représentative, je pense, de ce qu'on croise en tournoi. Alors, par contre, je vous regarde pas dans les yeux parce que la webcam elle est là et il y a Paul qui est en dessous. Du coup, m'en voudrez pas, mais je vais regarder Paul. Et donc c'est parti, on va commencer. Donc vous pouvez voir là le petit fond avec du Fire Slayer. On va pas commencer par l'allégeance la plus pourrie. Est-ce Non, que c'est tu ça. peux nous faire un petit topo sur cette horreur, s'il te plaît? Alors, nain ou du hardin, je crois que la question elle se pose toujours, hein. Tout Mm. le monde n'est pas d'accord. Bref, c'est vrai que pour jouer Fire Slayer, bah, ce qu'on voit le plus sur les tables, c'est les Hearthguard, deux ou trois packs en fonction de ce qu'on veut rentrer à côté. Parce qu'en fait, ils ont le fameux bataillon Lord of the Lodge qui est juste infâme. Donc voilà, grosso modo, les meilleures listes Fire Slayer qu'on a pu voir, c'est deux ou trois packs de Hearthguard avec 4 ou 5 héros à pied. Donc en gros, c'est soit 4 ou 5 héros à pied, soit 3 héros à pied, un magma, et ça permet dans ce cas de glisser la palissade, je crois, ce qui permet en fait de donner une bonne résistance aux héros. Et finalement, en fait, c'est des listes qui, bah voilà, grâce à la puissance des runes qui leur permet de se projeter, qui ont quand même une sacrée présence sur table, hein, pas mal de figues. Mm. Donc voilà, c'est une liste qui est au corps à corps, en fait, c'est juste la grosse référence auquel bah, toute armée est obligée à un moment de se comparer si elle veut aller au corps à corps, quoi. C'est ça, donc c'est un BT qui est sorti l'année dernière. Il a clairement pris un énorme up. Faut savoir que avant, il y a eu un air attack qui a eu lieu il n'y a pas super longtemps, qui, de mon point de vue, leur a fait beaucoup de bien. Pour faire simple, avant les Hearthguard pouvaient se jouer par 30 et on avait le bonus de Horde qui nous permettait d'avoir le Hearthguard à 20 points quand on en jouait 30 et maintenant on peut l'avoir quand on en joue 20. De base, c'est une armée qui est extrêmement résistante. Les Hearthguard, pour avoir un petit ordre d'idée, c'est une save de base qui est à 5 mais qui est très souvent à Mais 3, qui peut parfois à 2. compter voilà, très C'est rapidement. ça. Et Ne un, serait-ce que pour tanker le tour où il faut absolument résister. c'est ça. Et ça, c'est super important. C'est ça, et c'est en plus avec un petit fil no pain à 4 dessus. C'est une armée qui fait on va dire, qui va se buffer toute seule, mais en fait, elle est déjà tellement intrinsèquement forte qu'elle va être capable de répondre à quasiment tout ce qui vient la chercher au cac, en tout cas. C'est ça. Et en fait, c'est-à-dire que tous les scénars où les objets vont être au milieu de la table, bah, clairement, ça va être vraiment dur d'aller les prendre. Par contre, il faut bien avoir en tête que quand tu joues Fire Slayer, en fait, t'as pas beaucoup de packs de figurines en fait, et des packs qui coûtent super cher, à moins justement d'avoir des petites unités doriques, mais du coup c'est au détriment de d'Earthguard. Et du coup en fait, genre quand tu dois garder des objets dans ton camp, bah ça va te coûter très cher en figurines. Quand faut aller chercher des objets qui sont espacés, bah tu vas être obligé de te dispatcher et t'as pas forcément le moyen de le faire. Donc voilà, c'est quand même une armée où bah, tu fais pas tout à fait ce que tu veux avec parce que ça reste des nains qui de base ont pas un gros mouvement, donc même s'il y a un tour ils vont pouvoir se projeter,
bah, les autres tours, ils ont beau courir, ils vont pas aller très loin. Mm. Mais voilà, c'est-à-dire que le fait d'être obligé de garder un pack derrière dès que tu veux empêcher des FEP, protéger des objets, ben ça peut en fait ça peut coûter cher quoi. C'est clair, alors en plus on n'a pas précisé, mais dans ce Battle Tom, nous c'est vrai que ça paraît évident quand on écume les tournois, mais de base, c'est un des BT qui a profité, je pense, en premier des systèmes de sous-allégeance. Il y en a deux qui sont particulièrement intéressantes et une qui est celle qu'on voit tout le temps, qui est la Hamdar, voilà, qui en fait donne un truc qui aujourd'hui dans le jeu est extrêmement fort, qui est de pour un PC être capable de taper en premier, enfin pas en premier, en début de phase de combat. La plupart, en fait, le problème, c'est que c'est une armée qui est extrêmement résistante. C'est une armée qui, de par le feel no pain, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, la grosse rend, quand on joue contre ça et qu'on a de la grosse rend, de base, quand on a de la grosse rend, c'est très bien contre les trucs qui sont extrêmement tanky. Le problème de la feel no pain, c'est que ça lisse complètement. C'est un énorme nerf à la rend, en fait. C'est-à-dire C'est que comme s'ils avaient 2 fois plus de PV en fait. c'est ça, donc en fait que vous preniez de la reine -1, de la reine -2, etc., bah, quand les dégâts sont passés, vous allez vous le traiter de la même façon, c'est-à-dire que sur un 4+, ou un 6+, désolé je me fais un petit café en même temps, sur un 4+, ou un 6+, c'est ignoré. Donc, et en plus, il faut bien voir que là on parle de tanking, mais en termes de CAC, ça tape comme des sourds. De base, c'est du 3+3+, reine -1, dégâts 2 par tête, portée 2. Donc sur les 20 mecs, Et la portée 2 sur des socs de 32, bah, c'est vraiment fort parce que du coup tu tapes vraiment sur 2 rangs. Ouais, ouais, c'est ça. Puis en plus, on est maintenant sur les unités de 20 max. Donc 20 max, il y a du monde qui En tape. fait, t'as vite toute l'unité qui tape quoi. C'est ça. Et le truc, c'est que ça tape tellement fort que même si nous, on a le malheur de charger, si on n'a rien pour activer en premier, bah en fait, on se fait sauter avant d'avoir tapé, quoi. C'est pour ça que je pense qu'on a un petit retour en ce moment des armées qui ont des mécaniques pour, disons, au moins un moment dans la partie être capable de taper en premier. Là, je pense par exemple à du fake, à de la Crystal Gore qui au moins a cet avantage, le tour où elle va charger sur son trait de code, d'être capable d'envoyer et de stratosphériser, on va dire, Ce qu'elle plusieurs peut, gardes. donc C'est ça, et en plus ils ont aussi une autre aptitude qui leur permet de taper en mourant. Donc ça fait partie des choses, voilà, on va dire que même si on se fait sécher, on sait qu'on tapera. Donc maintenant après cette liste, elle a quand même, enfin cette armée, elle peut quand même avoir quelques armées qui peuvent l'embêter dans les pairings, je pense surtout dans les teams, dans les tournois en team. C'est-à-dire que les armées en fait qu'elle va avoir du mal à atteindre et qui vont la sécher au tir, ben ça va pas forcément être très facile pour elle. Je pense à la toute récente Tsench full tir. ouais. Ben en fait dès lors qu'il y a suffisamment de d'horreur devant pour protéger les tireurs, ben en fait ils vont se faire sécher. Un peu dans la même idée, la Stormcaster, bah, avec ses oiseaux qui vont casser ses charges et qui vont faire que bah, les persos vont sauter et ensuite les unités vont pouvoir être plus vulnérables, ça peut beaucoup les embêter. Et encore pire, c'est voilà, c'est s'ils se prennent un double tour contre ce genre d'armée là, c'est Mm, clairement le drame. c'est clair. Après, voilà, comme on disait tout à l'heure, bah, toutes les armées qui se TP en fait, qui ont de la FEP, ça peut vraiment sur certains scénars les forcer à s'étendre. Et ça, c'est pas forcément bon pour cette armée. Donc voilà, je dirais que ça reste quand même une armée. En fonction des scénars, il y a moyen d'aller faire quelque chose. Genre typiquement, je pense à Terre brûlée, mère de toutes les vertus. Bah, il y a moyen de faire des choses en fait contre cette armée sur ces scénars-là parce qu'elle va avoir du mal à tout protéger et à quand même aller chercher les objets en face. Et puis voilà, il y a certaines listes tir qui vont, voilà, va falloir bien jouer, mais il y a moyen, il y a moyen. C'est clair. Alors, on peut aussi mentionner les Skaven full tier, les Skaven Scryer qui font terriblement mal parce que on l'a pas précisé là, mais c'est une armée qui est très dépendante de ses héros. En tout cas, dans sa version Earthguard Berserker, elle est encore plus dépendante de ses héros parce qu'on passe d'une 3+ Feel No Pain à 4 à un 5+ Feel No Pain à 6, grosso modo. Tout de Et suite, là, ça pour fait le le coup, ça contraire. saute quoi. Donc c'est clair que comme tu dis, toi, je pense qu'en Stormcaster, t'étais assez heureux. Moi, quand j'étais en Séraphon sur l'ancienne version, j'étais aussi assez heureux parce que j'avais des outils pour aller taper les héros, en fait, tout simplement, hein. Donc des Ouais, c'est ça, petits pour allers. mettre assez de BM sur les héros, et puis Ouais, après, le reste, ça saute plus vite, quoi. c'est ça. Et donc voilà, donc un petit mot quand même sur les ratas qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Je pense que ça leur a fait du bien parce que ça leur permet, en plus de leur pack de Hearthguard, de rajouter, alors au choix, soit du Auric,
Les Oryx, c'est une petite unité de tir qui est mine de rien assez sympathique et qui permet de prendre les dégâts des héros. S'il y a des gardes du corps, en fait. C'est ça, c'est un peu les Saurus Guard des Séraphons, en moins bien quand même, parce que c'est du 4+. Et donc ça file, en grosso modo, un fil no pain à 4 sur les héros, donc c'est assez intéressant. Donc soit cette version-là, soit la version avec un Magmadrot. Donc on a maintenant plus uniquement des héros à pied à gérer, quoi. Enfin, pas C'est des ça. héros à pied à poil, quoi, on va dire. Ouais, ça fait moins de Hearthguard, mais de toute façon, ça fait toujours 3 packs. Voilà, Et donc c'est plutôt intéressant. En tout cas, pour le joueur Fire Slayer, c'est clairement plus intéressant, quoi. ouais. Donc ça c'est ce qu'on a à faire en tout cas en Fire Slayer. Alors de toute façon c'est un BT qui manque quand même d'entrée de manière générale, hein. Donc je veux dire vous avez trois lignes, le Vulkit, le Hearthguard Berserker Et le et, Rick. et le Auric. Donc vous n'avez pas 36 000 trucs à faire. Après vous avez toujours moyen d'aller éventuellement jouer une Vostark si vous avez envie d'aller jouer des armées à grosse projection, etc. Je pense que ça sera vraiment quasiment tout le temps moins fort, mais ça reste quand même tout à fait jouable. Ça dépend en tout cas. Tellement l'armée est forte intrinsèquement, en fait, Ouais, ça reste jouable, quoi. C'est ça. c'est ça. Donc voilà, je pense qu'on va pas s'étendre beaucoup plus sur Fire Slayer parce qu'on pourrait en faire un roman. Voilà, petit résumé quand même, comme on l'a dit avec Philippe, comme lui dit très bien lui-même, c'est que c'est une armée qui a comme counter principal les scénarios, quoi. Voilà. Donc je pense que ça résume bien. Et C'est voilà. ça. Après, moi, c'est vrai que j'ai quelques On est armées, bon. il y a quelques armées quand même avec lesquelles j'aime bien jouer contre ça, et on reviendra dessus plus tard, mais avec de la mort tout particulièrement. Donc, c'est fini, petit mot pour les Fire Slayer, on va s'arrêter là. On va maintenant passer. Alors, on n'a pas dit, on va commencer d'abord par l'order, on passera par la suite sur les différentes grandes alliances, mais on va essayer de faire ça de manière un petit peu structurée pour qu'on essaie de s'y retrouver. Un minimum, quoi. Voilà, un minimum, juste histoire de dire que on a essayé. Alors ensuite, on va passer au Stormcast. Donc Ah, les Stormcast, Stormcast. c'est vraiment nul. Moi, ça ne m'intéresse absolument pas. Non, on peut passer direct, il n'y a rien à faire avec. Non, non, il n'y a rien à faire. Puis, de toute façon, c'est AOS ici, c'est pas 40K. Eh ben, ouais, n'empêche que les bolters lourds. C'est vrai. Bon, ouais, alors Ouais, vas-y. c'est ça. Là, je C'est-à-dire que pense les que. Stormcast, c'est clairement passé en mode armée de tir maintenant. Hmm. C'est beaucoup plus dur de faire des listes costauds niveau corps à corps. Je vais à nouveau pas m'étendre sur toutes les possibilités, mais je dirais qu'il y a deux approches pour faire des listes tir. Celle avec tout ce qui est Raptor, et du coup, essayer d'aller chercher le bataillon pour réduire les pauses. Donc le bataillon, en gros, c'est 3 unités de Raptor, Long Strike, Hurricane au choix, et 3 unités d'oiseaux. Ça permet du coup d'avoir quand même suffisamment de tireurs en fait pour asmater tout ce qu'on veut. Donc la condition c'est de les jouer en Anvil of Eldenhammer pour avoir la double phase de tir. Plusieurs unités d'oiseaux, 3 ou 4, pour essayer d'aller bloquer les charges adverses et du coup en fait protéger nos tireurs. Et en fait miser sur des héros qui vont avoir la capacité de TP nos tireurs, donc les Relictors, Vexilor, pour en fait pouvoir aller chercher voilà, à chaque fois ce qu'on veut, n'importe où sur la table. Voilà. Et pour finir, les lignes de Libérator. Et en fait, c'est une liste qui est assez tricky, parce que du coup, tu es obligé de te cacher derrière tes oiseaux, c'est des tout petits cordons, mais faut bien arriver à aller bloquer l'adversaire avec. Faut bien choisir ses cibles, parce que même si avec 2 phases de tir, ça fait quand même pas tant de tirs que ça. Et long strike, ça reste un tir par tête, donc c'est pas énorme. Donc voilà, c'est une liste qui peut vraiment en tirer son épingle du jeu et qui peut aller embêter beaucoup de monde. Moi, je le vois plutôt comme une liste de team parce qu'il y a quand même certaines armées en fait où on est vraiment bloqué. C'est-à-dire les Osiarks qui ont la capacité avec leur kata de nous flinguer nos héros et du coup de nous enlever une phase de tir en entier. Tout simplement les listes aussi qui seraient trop populeuses en fait pour être des pop, genre avant le 3e tour. Je pense aux listes. 180 stabas. Encore ça, c'est pas résistant. Ouais, ça va. Non, mais si, t'as raison. Mais Mais tu, je tu, pense tu plus aux gâches ta, listes tu gâches ta reine Sench, moins 2 là. ça sert plus à rien. Et ça, c'est le truc qui est affreux. Les Night Taunt, personne n'en a peur. Mais moi, en fait, j'ai l'impression d'avoir cramé la moitié de mes points d'armée pour rien quand je joue contre un Night Taunt. Alors, on n'en a pas parlé d'ailleurs sur les Fire Slayer. Je pense que c'est assez intéressant. Un truc qui est super important, dont on se rend compte au fur et à mesure du jeu, c'est le nombre de pauses. On n'en a pas parlé sur Fire Slayer, c'est assez intéressant. Alors, on va en profiter en Stormcast. De base, les armées de CAC peuvent être quand même vachement embêtées quand elles montent trop en pause. Et certaines armées de tir si elles manquent de projection. En Stormcast, t'as un outil qui compense quand même vachement ça. C'est ta FEP. C'est ça.
Et donc voilà, en fait, le souci, c'est tout simple en fait, hein, c'est que sur toutes les armées, quand vous avez trop de pauses, il faut que vous soyez prêt à ne pas perdre votre T1. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez des outils pour pas vous dire bon bah T1 j'avance et en plus je m'explose à un double tour et en plus j'ai rien fait. Donc quand vous avez des armées soit à grosse projection style Iron Joe euh, ou à la limite en Fire Slayer, déjà vous avez relativement peu de pauses mais c'est pas dramatique parce qu'au pire si vous êtes sur les objets, il y a au CAC déjà il n'y a pas grand monde qui va venir vous en sortir. Sur des listes de tir, voilà, faut être capable d'impacter T1 parce que typiquement on peut pas se permettre de perdre une phase de tir. Et bon, Ouais, c'est exactement ça. toi c'est encore 2, c'est encore pire. Et clairement, il y a certaines listes de tir du coup qui sont éliminées juste à cause de ça, quoi. Ouais. C'est soit avoir une très longue portée, soit avoir de la FEP, soit avoir voilà une projection comme les COS. C'est ça. Du Donc coup, c'est dur là. En fait, moi j'ai envie de faire plein de comparatifs avec d'autres armées, donc je me retiens. Voilà, je me au fur retiens. et à mesure qu'on va les présenter, tu pourras. C'est ça. On pourra revenir sur celles qu'on a déjà faites. Exactement. C'est ça. Donc je ne parlerai pas des Skaven, évidemment. Ça arrivera à la fin, ça. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu ce qu'on disait dans la review qu'on avait faite ensemble en fait, hein, c'est qu'ils ont été victimes de l'augmentation en résistance et en létalité des BT qui sont sortis après eux, et donc les évocators qui étaient quand même particulièrement bons il y a un certain temps, aujourd'hui s'écrasent sur ce qu'on voit en tournoi. C'est ça, ils ont pris trop cher en points, et en fait les héros qui les buffent ont pris aussi cher, ce qui fait qu'en fait on peut plus en mettre assez. C'est-à-dire qu'il y a toujours des listes viables avec Sequi, Evo, Gabriel pour les charges quasi auto, des héros de buff, de TP. Mais en fait c'est ça, dès qu'on va tomber contre une armée trop populeuse, genre qui a trop de présence sur table ou simplement qui peut te caler des cordons, en fait t'es bloqué quoi. Donc disons que c'est une armée, voilà, faut la gérer. Tu tombes contre une armée comme ça, faut réfléchir 2 minutes. Mais c'est pas, clairement tu seras pas dans l'optique quoi. L'autre liste qui est intéressante en tir, c'est quand même de jouer les balistas avec l'ordinateur, des long strikes. Et là, tu peux te permettre du coup de glisser un pack de Sequitor, genre pour aller se poser vraiment sur un objet et dire voilà, là je vais avoir mon pack avec mes tireurs derrière et viens me déloger quoi. Mais par contre, là clairement, ça revient à ce que tu disais tout de suite, c'est qu'on est à 12 pauses quoi. Mais en fait, on n'a pas le choix parce que pour mettre 4 balistes en FEP plus l'ordinateur, déjà, c'est 5 unités que tu veux mettre en FEP. Ouais. Donc 10 unités minimum dans ton armée. C'est ça. En plus, après, on a quand même un petit souci, c'est que, je sais pas, moi les D6 au tir ou les 2 D6 de tir, j'avoue que ça fait partie des trucs qui me refroidissent un peu, quoi. C'est pas facile, hein, c'est clair. Quand t'es contre, toi tu réfléchis en mode ouais, mais s'il fait un bon jet, il va me dépop et tout. Mais en fait, quand toi tu le joues, t'es plutôt là en mode mais en fait, si je me craque, je vais rien lui faire. C'est ça, c'est là où justement la liste tir, la version tir que toi tu joues avec un petit peu moins de d'aléatoire ça, là-dessus. voilà, c'est quand même c'est plus sûr et je pense que bon, c'est marrant quoi, c'est marrant d'avoir des balistes, etc. C'est pas mauvais hein, mais bon, j'avoue que moi je préfère essayer de lisser et d'éviter au maximum les Ouais, craquages. je suis d'accord. Après, les balistes, ça reste assez résistant et galère à tuer parce qu'en fait, c'est 4 unités distinctes du coup si tu joues 4 balistes. Donc en fait, tu es obligé de répartir tes attaques qui ont quand même une sauvegarde, on va dire, acceptable. Si tu les mets dans un couvert en plus contre le tir, elles sont quasiment immortelles. Ouais, c'est pas facile à gérer parce que tu es obligé de répartir tes attaques contre elles et du coup, ouais, sans parler qu'en plus ça fait un sacré cordon, hein. Ouais. 4 balistes pour passer à travers, ça prend de la place quoi. C'est clair. Alors moi je voulais quand même, j'avoue qu'en Stormcast il y a une seule liste qui m'attire, c'est les mecs sur poney, là, les Dracoline. T'as pas l'air de vouloir me les sauver ceux-là. Ouais, j'ai toujours pas eu l'occasion d'en acheter. Bon, on essaiera Ça ne saurait tarder. on essaiera de faire une liste avec 12 Dracoline, moi ça me démange. Voilà. La liste de cavalerie Stormcast. Ouais, ça peut être sympa. Exactement. Donc voilà, donc oui. Non, je disais on prend une option pour un BT, pour un rapport de bataille, t'inquiète. Exactement. Donc je pense que c'est à peu près tout concernant les Stormcast, donc voilà. Comme malheureusement malheureusement dans les faits ça s'oriente beaucoup sur du tir parce qu'ils peuvent plus trop tenir au CAC en tout cas. C'est ça. Évidemment là on vous parle vraiment des meilleures listes qu'on peut faire hein, donc c'est ça, et puis ce qu'on voit en tournoi et ce qui performe en tournoi quoi. c'est ça, donc de ce qu'on a vu aussi hein, toi c'est une liste que tu as sorti un petit peu ta liste shootcast, donc voilà, c'est pas c'est tout ce qu'on vous dit là, c'est sur ce qu'on a vu, on prétend pas avoir la connaissance intégrale du BT et tout vu et qu'il n'y a rien d'autre à faire. C'est vraiment ce qu'on a vu en tournoi et ce qui perf. C'est ça. Et je pense que même quand on regarde voilà, les 6 meilleures listes de team qui sont faisables, je pense qu'elle est pas loin.
Je Ouais. sais pas si elle est dans les 6 meilleurs, parce que voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais en tout cas, elle candidate, quoi. C'est Vraiment, clair. hein, parce qu'en fait, il y a des match-ups qui sont tellement auto-win que c'est dommage de s'en passer. Et il y a aussi le fait que c'est une liste, en fait, si elle a le T2, bah, en fait, pareil, c'est quasi win. Parce Hmm. qu'en fait, avec ses oiseaux, elle a la capacité de tenir un double tour. Et si elle a le T2, elle aura suffisamment à se mater l'adversaire, elle lui aura suffisamment fait de dépop pour, pour que derrière, Hmm. ce soit vraiment dur pour l'autre de revenir. Sauf si, bien sûr, il y a eu un craquage au tir ou quoi que ce soit, hein, ce qui est vraiment possible avec les long strikes. Mais Ouais. ça Donc, reste plutôt assez non, fiable. non, moi c'est clair, moi je m'en suis pris, j'ai été, euh, je vais pas dire sacrifié, j'ai choisi de partir contre des shootcasts à la méga bâche, et oui, effectivement, c'est pas simple quand t'as des armées de cac, et en plus quand t'as besoin de charger, et que tu te prends les Ether Wings, et que t'as des Stonehorn qui chargent pas, bref, c'est extrêmement frustrant. Bah, clairement, les Ether Wings, c'est l'entrée de la liste qui fait clairement la diff, quoi. 40 Donc, minutes après le début des parties, je vois Sam qui passe à côté de ma table, tranquillement. Bah, qu'est-ce que tu fais là? bah, je viens voir, je viens voir. Voilà, c'était fini chez toi. C'est ça. Donc, Bon. voilà, petit topo sur les Stormcast. On va passer maintenant. Oups, j'ai pas passé la bonne fenêtre. Aux idonettes. C'est parti. Alors les idonettes, est-ce que c'est un truc qui t'embête quand tu joues Stormcast, tiens? Ah là là, c'est assez compliqué, hein. C'est une armée qui est assez compliquée. Je dirais elle a deux approches, mais clairement c'est une armée en fait qui, avec le up que prend les armées de tir, bah, du coup vu que elle a quand même plusieurs choses pour contrer les armées de tir, bah, elle reprend clairement son intérêt. Ouais, je dirais qu'il y a deux approches pour les jouer. C'est soit la full murène, des murènes d'attaque, de défense. J'ai envie de dire, en fait, la stratégie classique idonette, hein, c'est les murènes de défense qui tankent les deux premiers tours, Ouais. qui au T2 vont aller dépop les cordons, et qui au T3, avec Volturnos qui va buffer tout le monde, va aller tout dégommer. Dans cette optique-là, il y a vraiment la réflexion de renverser ou pas la marée, avec le héros à pied qui permet de le faire, ce qui permet en gros d'avoir une énorme charge dès le tour 2, mais forcément avec moins de points de co du coup. C'est ça, en fait, c'est ça. En fait, on a la course et charge tour 1, et par contre, on tape en premier tour 2. Par contre, Exactement. contrepartie de ça, c'est que notre Volturnos. Alors, en fait, c'est ça. Donc, le gros dilemme, comme tu dis, en fait, en idonette, c'est que, grosso modo, on a deux choix de généraux. C'est soit le Tidecaster qui joue en marée inversée, ce qui veut dire que vous allez sauter à la tronche du mec encore plus tôt. Soit vous avez le Mhm. Volturnos, qui lui peut claquer ses aptitudes de co. C'est pareil pour la Kellyanne, uniquement s'il est général. C'est ça. Et Volturnos qui touche 3 unités directement, si j'ai pas de C'est ça, bêtises, 3 unités entièrement à 18 pas, et c'est pour leur stackable. donner des attaques en plus. Ouais. C'est ça, donc sur des murènes Et d'attaque, c'est c'est stackable. ouais, c'est dévastateur. Donc c'est vrai que c'est vraiment les deux optiques qu'on voit. On a vu beaucoup de Fulmuren en tournoi. Et en fait, là, ce qui commence avec voilà l'update des points de décembre dernier, ce qui a revu le jour, c'est la fameuse liste avec le bataillon de la tortue. Pourquoi? Parce qu'en fait, les requins qui jusque-là étaient chers pour ce qu'ils faisaient, Hmm, bah, maintenant sont redescendus à 100 points le requin. ouais, Du coup, ça permet en fait d'aller aligner une unité de 3 ou 4 requins qui coûte, on va dire, pas si cher que ça, et en fait qui a énormément de points de vie, qui a du tir, qui tape bien. ouais. Donc voilà, qui une fois buffé, bah, justement c'est sur tous les profils d'armes, donc ça fait très mal. Voilà, et la tortue qui est là pour protéger. Par Hmm, contre, du coup, clairement, dans cette histoire, il n'y a plus beaucoup de place pour des packs de Muren, hein. Donc, du coup, c'est des petits packs qui vont être là vraiment pour protéger, jusqu'à ce que Volturnos, bah, au T3, aille buffer tout le monde. Mais c'est parce ça, que même une tortue full buff T3, c'est terrible. j'en ai fait les frais, ça fait mal. Ouais, les BM c'est par Et 6, hein. c'est ça. Voilà, voilà. Donc, c'est vraiment une liste qui, je crois, peut tomber à 5-6 poses. 6 poses, je crois. Avec le Donc, bataillon. ça reste acceptable. Là Ouais, on grâce au parle, c'est bataillon, ça, c'est là on ça, ouais. parle de la liste avec le bataillon, donc qui vous demande d'avoir la tortue, si je dis pas de bêtises, les petits requins. Donc Quelques packs de Muren et sans doute un héros. Je me souviens plus exactement. ouais, donc voilà, c'est les listes qu'on voit actuellement. Je Maintenant, pense mon que avis, c'est beaucoup plus polyvalent quand même que les listes à base de full Muren. je pense que c'est plus polyvalent. Je pense Et que en fait, je pense que c'est une armée où t'as t'as pas d'auto-win, mais t'as pas d'auto-lose non plus. C'est-à-dire que c'est une armée qui peut, en fait, grâce à sa projection, bah, à la force qu'elle a, si elle arrive à prendre le tour, à jouer avant l'adversaire, elle peut vraiment faire des blagues. Euh, Si l'adversaire fait une erreur, si l'adversaire fait un craquage, ben, elle peut vraiment s'engouffrer dedans
et faire super mal. Par contre, à l'inverse, contre un adversaire qui est très carré, qui joue bien, si toi de ton côté en fait tu fais des petites des petites erreurs, ben en fait tu peux vite te retrouver à pas avoir assez de fixes sur les objets, à avoir des objets que tu pourras jamais aller récupérer, à perdre des unités bêtement. Et en fait, bah là t'as quand même pas beaucoup de figues dans ces armées là. C'est clair, ouais, parce qu'on paye nos 3 murènes d'attaque 170 points à titre de comparaison, les murènes de défense 140. Donc vous allez, si vous partez, voilà, la tortue elle est à plus de 300 points, donc il y a beaucoup de choses qui sont chères. C'est clair que vous n'aurez pas une énorme présence sur table, quoi. Ça c'est clair. C'est ça. Donc Et du coup, pour revenir à l'histoire de les idonettes anti-liste de tir, en fait, ils ont le fameux artefact qui est le nuage de minuit, qui permet en fait de mettre un personnage devant l'armée, d'activer cet artefact à la phase de tir adverse, et la phase de tir adverse, en fait, est annulée, en fait, tout simplement parce que l'adversaire doit cibler ce personnage et ce personnage ne peut pas c'est subir de ça. dégâts. Donc pourquoi en fait l'adversaire doit cibler ce personnage? C'est parce que c'est dans le trait de bataille d'Idonet. Et en Idonet, quand on joue contre de l'Idonet, on doit tirer sur l'unité la plus proche. Donc si vous mettez votre nuage de minuit, c'est donc un artefact qui s'active au début d'une phase une fois par partie, Mhm. où on dit désolé, tu peux pas me cibler. Donc en fait, vous êtes obligé de cibler parce que c'est l'unité la plus proche, une unité que vous ne pouvez pas cibler. Et voilà, c'est un petit peu problématique, quoi. Je disais, ouais, je prends l'exemple d'un Tsench tir, c'est-à-dire que va falloir qu'il tienne, par exemple, tout son T1 ou tout son T2 sans pouvoir tirer. Donc en gros, prendre 2 tours adverses, potentiellement 3, où il n'aura pas tiré entre-temps. Mm. Et en fait, ça, c'est super compliqué à gérer parce que du coup, il faut que tes cordons, bah, ils tiennent le coup, etc., quoi. Puis ça vole les murènes, hein. Ça vole, C'est c'est ça. pas des socles énormes, donc ça a une projection de malade, hein. Je veux dire, vous pouvez Ça courir se glisse charger. derrière les cordons. Bah, T1, si vous, dire le tour où vous êtes en course et charge, vous vous déplacez de 14. Vous pouvez faire une course potentiellement à 6. Derrière, vous pouvez charger avec des bonus à plus 3, plus etc. avec le Soul Scryer. Donc faire 30 en vol avec des murènes en charge, c'est pas. Voilà, ça se fait, quoi. Et vous allez faire 25, 26, 27 en moyenne. Donc C'est ça. c'est très Par contre, à compliqué. l'inverse, contre les armées de tir qui ont la capacité de se TP, donc là, pour le coup, je pense quand même à la blague de la Change Host, au Stormcast tir, ben, en fait, ces armées-là vont avoir la capacité de déplacer leurs unités de tir pour ne pas que ce personnage soit le plus proche. Donc là, pour le coup, ça peut un peu voilà, casser la stratégie de défense idonette et quand même les impacter. Mais dans tous les cas, ça va mettre tellement de contraintes à l'adversaire Hmm. que qu'il a fait son taf en fait, ce petit bonhomme avec son artefact, quoi. C'est ça. Puis, comme on dit, globalement, l'allégeance c'est pénible pour les armées de tir parce que vous pourrez jamais aller tirer sur les trucs importants derrière. Le Volturnos, vous l'aurez Ça, certainement à pas au moins de faire tir. une TP, quoi, mais C'est ça. Mhm. Donc voilà, donc franchement, c'est une armée qui est super intéressante, je trouve. Faut pas oublier aussi que là, on parle de Tidecaster général. Tidecaster général, ça veut dire que les murènes sont pas en ligne. Donc ça veut dire qu'il va falloir jouer des piétons, etc. Qui permet aussi d'apporter un peu de tir côté idonette, hein. On a des piétons qui bougent pas mal. Donc voilà, franchement c'est une allégeance qui est très cool, très agréable à jouer. On est sur des figues récentes en plus, donc franchement c'est bon et ça revient. Donc voilà, moi ouais. c'est Après, le Tidecaster général, du coup, effectivement, dans l'optique full Muren, enfin orienté Muren, ça a du sens. Par contre, avec le bataillon, je pense que ça n'a pas d'intérêt. non, 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 très clairement. Donc voilà, là on est vraiment sur deux optiques, soit on part sur de la marée inversée, soit on part sur du Volturnos. Donc on a fait le petit tour sur les poissons, maintenant on va passer aux Cities of Sigmar. Alors, BT monstrueux, donc assez récent. Moi c'est un BT que je connais mal, déjà il est subdivisé en pas mal de sous-allégeances qui sont quand même assez costauds, donc du Tempest-Eye, du Living Cities. Eau grise, Halo Earth, Ouais, voilà, donc il permet de faire il y pas en a mal de trop. choses quand même. Ouais, qui donne vraiment pour le coup des vraies thématiques à l'armée. Donc ça c'est assez cool. C'est clair. Non, non, Euh, c'est vraiment stylé comme BT. ouais, Il y a plein de possibilités avec, c'est vraiment cool. j'angoisse un peu de faire la review sur celui-là. Je vais pas me mentir, le bouquin qui Et fait il nous 200 faudra 2 jours, pages, hein. c'est clair. Donc Non, par contre, là, on s'est quand même focus sur seulement quelques listes ouais, de cités qui sont représentées, ouais. clairement les plus fortes, hein, celles qu'on voit en tournoi. Bien Tempest-Eye sûr, ou la Halloween. Tempest Eyes, hein. Tempest-Eye. On reste dans le Voilà, tir. ça. On continue avec les listes de tir, ouais, c'est ça. Alors, je dirais que Tempest Eyes, en fait, il y a vraiment 2 approches pour la jouer. Soit celle qui est orientée cavalerie, parce qu'en fait, avec les escorteurs et les pistoliers, il y a des unités de tir qui ont la capacité de se déplacer très très loin
et en fait qui balance une chier de tir, hein, tout simplement. C'est vraiment monstrueux. Donc voilà, une liste qui est pas mal jouée, c'est 3 ou 4 unités de pistolier escorteur. J'ai presque envie de dire la combinaison est à faire au choix. En général, on va avoir un Hurricanum pour son boost au tir, son boost à la touche et à la blesse Tu vas grâce y à arriver. l'artefact, la blesse. 40 Dark Shard qui sont quand même là en fait parce que bah pareil en fait en termes de saturation, c'est une unité qui est super fiable. Et pour finir, il va falloir une unité en cordon. Là, il y a plusieurs possibilités. Soit donc une des unités de cavalerie, soit des Dark Riders qui sont de la cavalerie en fait qui se déplacent encore plus vite que les autres, qui tirent, qui sont pas dégueux au cac et qui sont résistants mine de rien, surtout avec leur save OT1 qui est amélioré. Donc voilà, ça c'est un cordon qui peut vraiment faire le café. Voilà, je dirais que là c'est vraiment la première grosse approche avec la cosse chevaux. Ouais. Euh, On est quand même sur une énorme projection, en tout cas en portée de tir au T1. Si je dis pas de bêtises, on est à 39. Parce ouais, qu'il c'est faut ça. pas oublier que le Tempest Eye c'est plus 3 au move au T1. Donc ça veut dire Des que. bonus à la Ouais. course et tir possible. Et t'as pas de bataillon par contre. Donc en fait c'est une Non, armée c'est qui ça. a beaucoup de pauses. Mais en fait vu que vous avez 39 de portée T1, bah, ça va être compliqué pour votre adversaire de se dire je me mets hors de portée quoi. Bah en fait, pas tant de pause que ça, hein, parce que tu fais le compte de ce que je viens de raconter. Tu as 3 unités de pistolier escorteur, une unité de Dark Shard, on en est à 4, un Hurricanum et une unité cordon, genre Dark Rider, mais en fait, c'est à 6 pauses, Est-ce que tu arrives à rentrer approximatif, hein. un. Est-ce que tu arrives à rentrer potentiellement un pont ou des choses comme ça? Bah, je dirais que ça, c'est la deuxième optique de liste, en fait, en Tempest Eyes, Ouais. mais où tu changes un peu, voilà, tu prends les autres tireurs qu'il y a dans le BT. Hmm. Euh, Là où le pont a son intérêt, c'est pour toutes les unités qui ont des bonus au tir quand elles ne bougent pas. Il y a les arquebusiers, les arbalétriers, les Iron Drake qui sont comme ça. Et du coup, en fait, tu vas faire une liste qui va tourner autour d'un frigil général, qui va booster les arquebusiers et les arbalétriers, une ou plus de sorcières qui vont permettre de lancer le pont, et en fait, en sacrifiant un Dark Shard, va avoir un gros bonus au sort pour ne pas leur rater le pont. Et donc voilà, des arbalétriers, des arquebusiers et nanana. Et en fait, tout ça, ça va faire vraiment énormément de piétons tireurs qui vont pouvoir tirer très fort grâce au pont justement. Hmm. Par contre, c'est une liste. Si elle se fait flinguer ces 2 héros, bah clairement, bah les tireurs perdent énormément en portée et du coup en menace quoi. Sauf que clairement, bah c'est une armée en fait T2, il y a plus d'adversaires quoi. Hmm. Ouais, c'est extrêmement létal, hein. De toute façon, le tir, vous êtes tellement fragile. Après, voilà, on peut jouer des hybrides, j'ai vu, avec des Phoenix Temple, par exemple, pour essayer quand même de se protéger et de temporiser, même si vous vous faites sauter à la tronche. Et récemment, j'avais même joué contre des longues barbes, qui sont assez pénibles pour tous les petits sorts là. Alors là, Ouais, c'est clair. voilà, donc qui peuvent devenir assez tanky et assez relou. Donc en fait, ouais, de base, je pense que c'est des listes qui peuvent s'adapter pas mal parce qu'il y a énormément d'entrées. Vous pouvez foutre du C'est ça, mais nain. comme on l'a vu après, ils sont limités. Disons que descendre à moins de 6 pauses et rester performant, c'est compliqué quoi. Hmm. Parce qu'en fait, la seule possibilité pour descendre à moins de 6 pauses, c'est le fameux bataillon qui permet de rentrer 4 unités de cavaliers, je crois, ou 4 ou 6, bref. Mais qui a comme taxe, en fait, le frigil général sur Griffon, Hmm. qui est certes ultra stylé, mais en fait, qui est pas du tout là pour booster les cavaliers. Du coup, c'est vraiment un mec que tu vas essayer de booster en défense, envoyer dans les lignes adverses en mode tank. Mais bon, faut être honnête, en fait, il te coûte un pack entier de tireurs. Hmm. Et dans ce genre d'armée, en fait, tu as besoin de tous tes tireurs, quoi. C'est Ok. bien pour ça qu'il y a si peu de héros, si peu d'autres choses, quoi. Donc voilà, là c'est vraiment l'optique de ce qu'on voit en Tempest-Eye. Donc on est sur, on va dire un peu quelque chose du même acabit que la Stormcast Eternal, la Sweetcast. Mm, Voilà, ça va être un peu le c'est même ça, genre de comportement, mais voilà, ils ont pas les. Ça se joue pas c'est avec ça. les oiseaux forcément. Alors, je dirais que dans les armées qui leur font mal, en fait, quand même, hein, c'est FS et OB, parce qu'en fait, il y a trop de PV et trop de save en face pour qu'ils puissent les passer. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être très dur d'aller chercher les persos FS avec tes cavaliers qui n'ont pas une portée de fou. Et ça va être dur, du coup, de coucher les FS avant que eux-mêmes viennent t'impacter, surtout à cause du fameux double peel-in Hmm, qui est dû au bataillon Lord of the Lodge. c'est ça. Voilà, un peu dans les autres armées qui font mal, bah, il y a la Tsench, parce qu'en fait, soit elle tire aussi fort que toi, soit
à cause des pinks, en fait, elle est beaucoup plus populeuse et ça va être dur de les coucher, quoi, toutes ces pinks. Donc je dirais que là, pour le coup, la Duplicitous, ça peut vraiment leur faire mal. Mm. Et sinon, pour finir, il y a la Nurgle aussi, là, il y a tout ce qui est à base De porte-peste. Ouais, c'est ça, qui donne d'énormes malus pour être touché au tir. Oh, juste -4, ça va. Fais pas ta pleureuse. C'est ça, les escorteurs, ils sont déjà à 5+. Non, non, c'est ça devient vraiment compliqué à tomber. Voilà. Voilà, donc ça c'est la première optique, Tempestaille, et donc là c'est vraiment tir. Après, il y a l'autre optique, optique magie. C'est ça, Halo Earth, qui est la cité de la magie par excellence. Au bas mot, tes sorciers, ils vont avoir un plus 4, plus 5 pour lancer les sorts. Mm. Et des sorts, tu peux en avoir peut-être 12 à lancer dans ta phase de héros. C'est ça. Donc non, non, ça peut commencer à faire très très mal en blessure. Faut pas oublier que les City of Sigmar, les sorciers City of Sigmar, en fait, vont considérer tous les endless spells comme étant joués dans leur propre royaume, donc boostés. Ce qui fait qu'en fait, tous les endless spells, tu vas les utiliser à leur plein potentiel et ça peut vraiment faire énormément de dégâts. Des points Voilà, 24, sympathique. c'est ça. C'est ça. D'ailleurs, un truc qui est très sympa, même quand on joue en Halo Earth, c'est d'avoir quand même genre une unité type Iron Drac avec le pont. Parce que pour le coup, ça fait une unité de 20 tireurs Mm. qui tape très très fort, qui est tanky, et qui avec le pont, en fait, peut se mater n'importe quoi sur la table. C'est Donc cool. ça peut être un bon complément à tous nos sorciers. Un allié intéressant, enfin qui n'est pas vraiment un allié, c'est Linkantor avec la comète Stormcast. Parce que la comète Stormcast, qui coûte quand même 100 points, en fait, est très dur à lancer. Et en Stormcast, il n'y a pas de bonus pour la lancer. Là, voilà, enfin, en Halo Earth, tu as des bonus pour ton Incantor qui va pouvoir balancer cette comète à chaque tour. Et elle fait super mal, en fait, cette comète. Ouais, c'est une portée de ma boule. Non, clairement, alors en plus, il y a un bataillon qui est intéressant en Halo Earth, qui est même indispensable quand on commence à Ouais, jouer full magie. Donc tout vous à fait. avez tous vos sorciers qui balancent 2 sorts et qui connaissent 2 sorts du domaine des domaines. Donc c'est pas juste j'ai un sort en plus comme certains bataillons qu'on verra par la suite. Mais voilà, donc ça envoie vraiment lourd à la magie. Donc il y a eu un petit nerf récemment sur le bonus de D6 au lancement de sort. Heureusement, ça fait du bien. C'est clair. Mais voilà, donc ça reste quand même très solide. Après, à côté de ça, vous avez tellement d'entrées que vous pouvez vous faire des pures listes de cavalerie, vous pouvez faire des pures listes de nains, vous pouvez... voilà, franchement, il y a de quoi faire. Je pense que même sur ce qui est Living City, etc., il y a quand même des trucs à aller creuser. On n'en voit pas aujourd'hui, pas des masses en tout cas. Mais voilà, il y a sûrement de bonnes choses à faire. Donc, je pense C'est qu'on clair. a... Oui, Je pense qu'on a fait le tour. Et ouais, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'à mon avis, la Tempest Ice peut aussi rentrer et candidate pour, on va dire, pour les 6 meilleures listes qu'on peut aligner c'est en ça. AOS aujourd'hui en team, je pense. C'est ça. Donc en team, ouais, on dit bien en team parce que c'est intéressant sur des teams, on le répète, c'est important d'avoir des match-ups sûrs Et d'avoir euh, des listes variées. et d'avoir des listes qui ne soient pas que du tir aussi justement, donc Pas que pas du que du tir, cac, pas que pardon, du je veux dire. cac. Ouais. Voilà, d'avoir de la magie, bref. Donc excellent. On va passer maintenant au caradron. Alors les Je crois que caradrons. j'allais me faire un café, Sam, excuse-moi. Ouais, alors là, pour être très honnête, on n'est pas des experts caradrons. En V1, il y avait la fameuse Clown Car qui avait une létalité de Maboule et une projection de fou en mono ou de pause. Là, honnêtement, moi j'ai pas le recul. C'est un BT que je connais pas top. J'ai jamais joué, j'ai pas beaucoup joué contre en V2, on va dire. Donc voilà, ce que je vois là comme ça, on en a discuté un petit peu, ça va être des listes éventuellement à base d'Ironclad et d'abuser des TP de tous les vaisseaux. Parce que ça veut dire que c'est relativement imprenable. Après, je me rends C'est pas ça. compte de est-ce que ça peut, voilà, est-ce que ça peut détrôner certaines listes aujourd'hui de tir. Malheureusement, je ne saurais pas vous répondre. S'il y en a qui ont un avis là-dessus et qui ont envie d'en discuter et d'échanger à ce sujet, ça sera avec grand plaisir. Mais malheureusement, je ne pourrais pas en dire beaucoup plus. Toi, Paul, t'as pas l'air de. Non, en fait, tu l'avais déjà vu avec Simon dans la revue du BT. Hmm, C'est un BT qui a plein de contradictions, quoi. C'est-à-dire que c'est censé être des spécialistes du tir, mais qui en fait sont en dessous d'autres armées en tir. Ils ont des bonus en CAC, sauf qu'en fait, ils tapent quand même pas assez fort au CAC pour aller vraiment faire les malins.
Le fait de, quand tu es dans ton bateau, ne pas prendre les objets, c'est juste trop compliqué. C'est-à-dire que littéralement, tu as la moitié de ton armée qui ne pourra quasiment jamais compter pour la prise d'objet. Hmm. Voilà, en fait, voilà, c'est un BT qui a eu tellement de garde-fous que ça paraît compliqué qu'il excelle quelque part. Donc voilà, intéressant parce qu'on a revu ce système de bateaux, de garnison dans les Hmm. bateaux, etc. Mais Ouais. trop compliqué, je pense, pour vraiment aller performer. Et en fait, c'est pareil, c'est le genre d'armée qui peut surprendre quelqu'un qui sait pas comment ça marche. Mais en fait, dès lors que tu vas jouer contre des joueurs qui connaissent un peu, ça va être compliqué, quoi. Hmm. J'avoue que je sais pas. Moi, je suis vraiment circonspect. En fait, j'ai même pas forcément de gros avis dessus. C'est vrai que les mécaniques de mouvement me paraissent super intéressantes. Je vois que si je dis pas de bêtises, je sais plus comment ils s'appellent les petits bateaux. C'est pas les gunhaulers, hein, si. Je sais plus. Les petits bateaux, on voit quand même assez lourd. Donc, si vous commencez à en jouer 4, 5, 6, ça peut être intéressant. Les Ironclad, c'est pareil. Ça se mate fort. Mais voilà, hormis ça, j'aurais pas d'idée. Après, voilà, comme on dit, c'est pas nous les experts des caradrons, donc il y a sûrement de belles choses à faire, mais on sait pas. Donc je pense qu'on C'est va ça. pas s'étendre beaucoup plus dessus. Et on va passer maintenant, et sans compter qu'en plus on manque de recul. Donc on va passer maintenant au Sylvanette. Et donc toi, vu qu'il me semble que tu as déjà gagné des tournois en Sylvanette, n'est-ce pas? Je vais Ah, te laisser gros format. à 2 fois 50 points, c'est ça? Les Sylvanettes, c'est mon armée de prédilection pour jouer en meeting engagement. Parce qu'en fait, je trouve que il y a vraiment moyen de faire un truc qui cogne fort en meeting engagement Ouais. avec les Sylvanettes. Il y a des War Scrolls qui sont intrinsèquement forts. Ils ont bénéficié quand même pas mal de la Big Fac de décembre. On va pas se mentir, il y a eu des baisses de coups en points qui sont assez intéressants. Alors moi, pour dire un petit mot dessus, franchement, c'est une armée que j'aime beaucoup. Euh, le souci pour moi, alors déjà, on est hyper dépendant des tables. C'est compliqué. En fait, je pense que on a la projection vient des forêts. On peut pas se permettre, par exemple, T2 de pas réussir à passer sa forêt. Donc pour moi, c'est, je veux dire, indispensable. Et à la limite, à l'Ariel, je la trouve potentiellement un peu trop chère pour ce qu'elle fait. Donc en fait, moi, j'aurais tendance à foutre un Trilord ancien quasiment de manière automatique. Ne Déjà, serait-ce que pour avoir la forêt c'est autour. ça, vraiment pour la forêt, parce que, alors, en fait, c'est toujours pareil, quoi. Si notre vieille branche wesh, je dis branche wesh, hein, c'est trop compliqué. Si la branche wesh, elle balance sa forêt à notre T1, bah on est heureux. Si jamais elle se fait dispel, si jamais elle se loupe, si jamais j'en sais rien, bah c'est la cata, quoi. Donc pour moi, j'aurais tendance à partir sur des listes à base de Trilord anciens. Les tri revenants sont devenus assez intéressants, en tout cas maintenant, je trouve. Ils sont plus restreints au bord de table pour la TP, par exemple. Il y a Mhm. des bataillons qui permettent d'aller chercher des artefacts, je pense. Euh, la Outcast, voilà, c'est pas déconnant, il n'y a pas de taxes monstrueuses, ça vous paye vos lignes. Vous allez récupérer un artefact sympa. Quand vous avez des héros non nommés comme Durtu, qui envoient quand même pas mal de pâté, vous pouvez leur foutre une Gear Strike dessus. Vous pouvez jouer avec un Frozen Kernel ou des choses comme ça. C'est des armées qui tapent fort au cac. Ils ont leur mécanique des tréants qui permettent de faire taper en dernier sur un 4+. Alors ça, sur le fond, j'aime pas trop parce que Ça reste un petit peu aléatoire, mais ça peut faire la différence. Ouais. c'est ça. En fait, c'est compliqué parce que sur ce genre de mécanique, on a envie de mettre on a souvent envie de mettre notre Durtu en protection derrière. Le problème, c'est que si les écrans se font un peu impacter, en fait, on va impacter l'écran. Le Durtu sera hors de portée au début de la phase de combat, et puis une fois qu'on aura séché l'écran sur le piling, on ira encastrer le Durtu, quoi. Donc, je pense quand même qu'il y a des vraies listes à faire à base de Durtu, quelques packs de Kurnos quand même, parce que ça rigole pas. C'est ça, et puis il y a un bataillon qui les regroupe. Et ça peut, en fait, en Sylvain, tu peux quand même descendre en pause, Ouais. peut-être en cumulant deux bataillons, justement. Mm. L'arc revenante qui est là pour booster les Kurnotes. À partir du moment où on joue des Kurnotes, ce héros est quasi auto. Et puis il y a quand même aussi un de leur endless spell qui permet de gagner du move Ouais, en charge. c'est ça exactement. Et Ouais. en fait, il y a possibilité de cumuler les cogs et ce endless spell. Et là, en fait, tout de suite, tu as clairement le Durtu et ton gros pack de Kurnotes qui vont avoir une charge quasi auto au moment où ils pop dans leur forêt. Donc voilà, Mais on il y a a vraiment des toujours. choses intéressantes à faire, mais il faut bien avoir en tête en fait qu'on n'a pas une armée opti.
tout simplement. Il y a des choses fortes à faire, des trucs qui tapent fort, qui sont sympas parce que polyvalent, t'as des sorts, t'as du cac, mais voilà, c'est juste pas opti, quoi. Après, ouais, c'est ça. On a quand même pour moi, qui est un des meilleurs traits de co du jeu, c'est le Warsinger. Bon, alors du coup, ça veut dire que vous passez d'une clairière, hein, qui vous donne un plus 2 à la charge quand on est entièrement à 12 de notre général. Donc, c'est quand même super fort. Voilà, mais C'est comme on super dit, en fort, mais je fait, pense que c'est remplaçable par les endless, en fait. ouais, À bah, condition de passer tes endless. Alors, voilà, t'as c'est pas ça, tant de bonus que ça non plus, c'est ça, à part le Throne of Vine. c'est ça, Et- exactement. Donc, ouais. bon, c'est une armée qui se base beaucoup sur ses forêts. Pour fiabiliser la pose de forêt, ça va nous coûter cher. Enfin, ça va nous coûter cher, ça va nous coûter un arteau ou un trilord ancien ou carrément une alarielle, donc c'est cher. Le problème, c'est que, alors après avoir, hein, moi je pense que des petites bestioles comme Drisha, ça fait partie des trucs qui peuvent un peu revenir en ce moment, et en fait qui peuvent apporter aussi quelque chose à l'armée parce que le problème, en fait, c'est que sur une armée de CAC, aujourd'hui, euh, bah, en fait, c'est juste que pour ce qui est très tanky, on va pas taper assez fort, et à l'inverse, au CAC, sur ce qui tape trop fort, on va pas tenir. Euh, C'est Malheureusement, ça. vous arrivez sur du Hearthguard, bah, vous allez juste rien faire. En plus, assez intéressant, mais il y a une clarification de la part de Games sur l'ordonnancement des phases de tape en dernier, tape en premier, etc. À un moment, on était sur une période où les effets s'annulaient. Donc, exemple, je te fais taper en dernier, tu payes un PC Mais pour je taper tape. en premier, et bah à ce moment-là, tu taperas de manière normale. Donc, c'est-à-dire que tu auras ton mot à dire en premier si c'est ton tour, mais pas si c'est pas ton tour. Et maintenant, ça a changé. Et maintenant, c'est le dernier effet qui prime. Donc, le dernier effet qui prime, c'est assez dramatique pour eux parce que au début de la phase de combat, on te dit bah tu vas taper en dernier, très bien. Puis là, le Fire Slayer, il dit bah ok, bah moi c'est tout de suite et je tape en premier, tu vois. Donc c'est pareil, ça on reviendra un peu dessus, c'est pareil pour Slanesh maintenant, mais le fait que maintenant ce soit le dernier effet qui prime, et bah, quand on n'a pas des effets qui sont instantanés, qui sont juste plus tard tu feras ça en premier ou en dernier, bah c'est un peu moins costaud quoi. Donc voilà, donc après s'il y avait quand même des idées de liste, il y a quand même des choses à faire quand on essaie de rentrer un ou deux Durtu, un Trilord d'ancien, peut-être deux packs, deux fois trois Kurnos ou des choses comme ça. Voilà, je pense qu'il y a quand même des choses à faire, mais je ne pense pas que vous soyez. J'ai du mal Ouais, à le que voir vous serez rentrer vraiment costaud automatiquement au tournoi. dans un roster de 6 si vraiment vous allez chercher les 6 meilleurs que vous voulez. Voilà. C'est clair. Et alors jusque-là, le petit côté rigolo aussi, c'était que bah, les forêts sylvanettes embêtaient bien le tir, puisque du coup, voilà, pas de ligne de vue à travers, sauf pour les unités qui volent. Et là, Mm. qui est-ce qui arrive? Les flammeurs de Tsench. C'est ça, exactement. Donc après, je pense qu'aussi ça va pas leur faire très plaisir quand ils vont se manger le décor Séraphon. Parce que les D3BM à l'appel pour tout le monde qui est dans la forêt, je pense que ça va hurler. Donc bon, si on devait les classer, je pense que ça fait partie des allégeances qui sont loin d'être ridicules. Parce qu'il y a ça tape fort, et il y a quelques outils sympas, mais voilà, ça risque de s'écraser sur ce qui est aujourd'hui très fort. Vraiment costaud. Voilà, donc Good. c'est tout pour les sylvanettes. Alors là, on passe au plus beau. On passe au plus beau, les séraphons. Alors les séraphons, putain, je mets la main sur le cœur, je me rends même pas compte. Les séraphons, donc alors là, j'avoue qu'on manque un peu de recul quand même carrément de recul, puisqu'on a fait la review il y a pas très longtemps et j'ai même pas encore le BT physiquement. J'ai juste pu me baser un petit peu sur ce qu'avait leak et sur les dires du grand maître JB. Donc, alors quand même, de ce qu'on voit, il y a l'air d'avoir deux optiques qui se dégagent, parce que le BT a l'air quand même d'être loin d'être ridicule. On a quand même deux optiques, on va dire une première optique, oula, séisme, une petite optique qui va être à base de magie, donc avec des Slan, Croak, un Troglodon, ça c'est la base indispensable, je pense un Starseer avec, l'Astrolite, donc ça c'est le pack de 5 quand vous avez un petit build magie qui commence déjà à vous coûter cher mais qui paraît difficilement dispensable. Et autour de ça, après voilà, je pense que ça peut être intéressant. Moi je suis convaincu que jouer 5 Temple Guard, voire 2x5, alors par contre là comme ça je vois pas forcément de bataillon super intéressant, donc faut abandonner l'idée de descendre bas en pause. Euh, Jouer 2x5 Temple Guard à la limite au lieu d'en jouer 10, pourquoi pas. Des packs de Saurus, quand même, on peut quand même caler des packs de Saurus, même dans des listes à base de magie, je pense. Et après, je pense qu'il va falloir être capable d'abuser des sorts persistants. Donc vous avez quand même 5 sorciers. Voilà, moi c'est la première optique que je vois. Après, tu peux peut-être, je sais pas si tu as un petit truc à dire sur cette liste magie.
Ouais, je rebondis un petit peu là-dessus. Je pense que tu es un peu gourmand de dire que tu vas pouvoir rentrer des Saurus avec toute cette panoplie magique, ça va te coûter 40. déjà super cher. Voilà, en gros, un pack, quoi. C'est ça, c'est un pack. Qui va, et en plus, voilà, dans quelle allégeance tu vas le jouer? Probablement celle d'Invoque. Au Donc, hasard, du ouais. coup, les Saurus seront aussi moins costauds, ils vont C'est pas ça. tanker tant que ça, finalement. Donc, est-ce que finalement, des bloquants skink ferait pas le même taf, tu vois, quitte à avoir des bloquants qui sautent? Alors moi Euh, j'avais prévu d'avoir comme écran mes sorts persistants. Ouais, bah ouais, et surtout avec les sorts liés et les sorts C'est paliers, ça. ça peut vraiment être intéressant là-dessus. C'est ça, donc bah, clairement ça va être, je pense que ça va être super intéressant à jouer. On a vu que déjà il y a quelques temps il y avait du Gloomspite et du Zench V1 Changehost à base de spam de Endless qui tournait. Là quand vous êtes en spam de Endless et qu'il n'y a que vous qui les bougez, ça commence à être difficilement, je pense, gérable. En tout cas si vous n'avez pas le vol en face, ça risque d'être une horreur, quoi. Si vous n'avez pas de vol, pas de FEP et que vous devez à chaque fois faire le tour des sorts persistants, passer autour de la palissade, de la Greftide, des Purple, des Jaws, des tout. Bah en fait, il y a un Fire Slayer, tu peux clairement le bloquer chez lui, quoi. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que tu commenceras pas. C'est ça. Donc bah après c'est toujours pareil, hein, tu commences pas, donc il va s'exposer à un double tour, et typiquement des doubles tours de BM, euh, ça fait pas plaisir quoi. Ouais, ouais, ouais. Et là-dessus, c'est vrai que l'absence de, voilà, crois qu'il est intéressant, bah, dès que tu augmentes sa portée, là, avec l'astrolite, c'est ça? C'est ça, donc de base, Potentiellement le vortex, il commence à vraiment mettre des tartes loin, quoi. c'est ça, bah en gros il colle les tartes à 10, plus 6 avec l'astrolite, plus c'est plus 8, donc maintenant on est sur du 16, Mhm. et du 22 si on lui met le vortex. Donc 22, c'est 22 à partir de lui, mais c'est aussi 22 à partir du troglodyte, n'importe où sur la table. Donc ça commence à être sérieux et vous pouvez quand même pas mal quadriller la table. Euh, je pense qu'il y a franchement des trucs à faire. Après, on manque de recul. On verra ce que ça donne dans les faits. Pas tout de suite, malheureusement. Mais voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. Après, toi, je sais que vous avez poncé éventuellement quelques listes un peu plus coalescence. C'est compliqué, hein. C'est compliqué parce qu'il n'y a rien qui sort vraiment du lot. Rapidement, j'avais quand même pensé à la liste avec l'autre allégeance, hein, des Saurus, Ouais, où si tu commences à en caler 3 packs avec les héros qui buff, ben en fait, tu te retrouves avec des packs, déjà beaucoup de figues, des packs tanky, et qui en fait commencent à quand même bien taper. Une fois buffé, tu peux vite arriver à pas loin de 3+, 2+, ouais, -1 sur tous tes profils d'armes, enfin ouais. sur tes 2 profils d'armes. Voilà, c'est c'est quand même intéressant. Après, le gros problème des Saurus, bah voilà, c'est qu'ils ont un de range sur des socs de 32, quoi. Ouais. Et, et si tu leur mets les lances, bah ils perdent leur rend. Donc en fait, enfin, voilà, c'est débile du coup, quoi. Hmm. Donc là-dessus, c'est un peu compliqué. Donc en gros, la question, c'est est-ce que tu peux avoir une armée qui est vraiment là pour encaisser et du coup avoir suffisamment de points derrière, bah, pour rentrer, comme tu disais, ton bataillon de mages là. Hmm. Voilà, en sachant que les 3 packs de Saurus, tu tiennes dans un bataillon avec un héros. Hmm. Donc derrière, tu mets un Slan Croak. Voilà, faut voir à combien de poses tu peux monter. Est-ce que tu peux C'est, te limiter à 5-6 poses? Il y a peut-être ça moyen. paraît, Voilà, ouais. je mettrai pas un gros billet dessus, mais il y a peut-être un truc. Voilà. Puis qu'on a quand même les salamandres, hein, on n'en a pas parlé des masses, mais les salamandres, ça, bon, c'est quand même des trucs qui cognent, ça cogne au cac et au tir. Après, voilà, vous en avez pas énormément, donc vous n'avez pas trop intérêt à vous louper sur le peu de C'est tir que ça. vous avez, quoi. C'est un peu le Elles souci, quoi. envoient du rêve jusqu'à ce que tu vois bah, qu'en fait c'est une salamandre dans l'unité, C'est voilà, ça, avec 3 machins. Et, euh, et du coup, c'est clair que le profil en lui-même, il vend du rêve, hein, mais il en faudrait plus, quoi. c'est ça. Ouais, il faudrait pas que ça Exactement. soit un quart de salamandre qui soit des. Un quart C'est ça. des salamandres packs qui soient des salamandres. Mais voilà, Quasiment. donc, C'est moins bon qu'un Exalted Flammers pour 10 points de moins, quoi. me dis pas ça. Mais on garde nos slots de héros, attention. Donc voilà, donc petit topo sur les Séraphons. Voilà, là c'est purement théorie craft, on manque de recul, on va voir ce que ça donne et on C'est vous ça. fera un petit feedback a posteriori là-dessus. J'ai hâte de devoir tester les caméléons aussi. Je pense que les caméléons skink, là, ils ont moyen d'envoyer beaucoup de dégâts, beaucoup de BM Moi je teste tout, moi. avec un petit buff. Mais il va falloir en mettre des gros packs. Ça va coûter cher, mais Ouais, dans un décor, là, ils deviennent extrêmement tanky, hein, les petits loups. bah dans des Donc ça peut être décors, assez dans des intéressant. garnisons, dans des. Bah, Ouais, c'est ça, en fait, tu mets le pack de caméléon dans ton décor, pour peu que tu lui cales un bouclier mystique bah, régulièrement. ouais, Clairement, les machins, va falloir les dépop, hein, parce qu'en plus, si le décor touche l'objet, bah, ils vont compter comme prenant l'objet. ouais, Donc, va falloir les sortir de là, quoi. c'est ça.
Bah oui, c'est vrai qu'on est sur on peut facilement être en 2 plus 2 save avec ça, avec nos bonus, donc à voir. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour sur les Séraphons, comme on a dit, on reviendra dessus. Donc on va passer tout de suite à la dernière allégeance de l'Order, avec les Daughters of Cain. Daughter of Cain qui était du coup vraiment mis à l'honneur, on va dire, l'an dernier, parce que finalement c'était un peu elles les reines du corps à corps. Il n'y avait pas d'unité, enfin d'armée trop tanky pour en fait pour qu'elles rebondissent dessus. Il y avait les Stormcast, mais c'était quand même pas. Enfin voilà, à côté de ça, elles avaient quand même largement de quoi faire le café quoi. Hmm. Tandis que là maintenant, avec les deux gros leaders du CAC qui sont arrivés, bah elles ont pris cher en fait. Elles ont pris cher parce qu'elles passent pas à travers, elles se font des pop derrière, donc c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là. Ça reste une super bonne unité de CAC, hein. Franchement, t'as les packs de 30 qui te tombent dessus, tu rigoles zéro quoi. Hmm. Mais voilà, je dirais en fait c'est ça, c'est une unité de CAC qui est très bonne, mais qui est juste en dessous bah, des deux gros leaders. Une armée de CAC, quoi. C'est ça. Voilà, je dirais que maintenant, niveau orientation de liste, il y a des vraies questions à se poser avec le up en points justement qu'elles ont pris. Je dirais que la première optique, c'est toujours la Slaughter Troop, donc en gros orienter mass pack de Sister pour essayer en fait de profiter au max de range et du coup en gros voilà de les mettre tes packs hors de portée de l'adversaire et toi piling dessus pour taper. Ça c'est quand même quelque chose qui reste très très fort. Il y a encore moyen de glisser, on va dire, ce bataillon en entier, on va dire, dans la liste à 2000, mais en faisant quelques sacrifices. La question se pose aussi pour Moratti. Ça, c'est une grosse question éternelle pour les docs. C'est est-ce que Moratti est indispensable? C'est-à-dire qu'en fait, elle a cette fameuse règle qui fait qu'elle peut pas perdre plus de 3 PV par tour. Donc en fait, littéralement, elle va rester sur la table jusqu'à la fin, enfin jusqu'au T3 au pire. Ce qui fait qu'en fait, c'est super bien pour aller bloquer l'adversaire, parce qu'en plus, elle a un gros mouvement, etc. Donc voilà, c'est super bien pour aller bloquer l'adversaire, aller bloquer son gros pack, euh, parce voilà, elle va emmerder le monde pendant un moment. Après, faut pas oublier que Moratti, en vrai, elle tape pas si fort que ça. En fait, elle peut taper fort si tu réussis, mais c'est vraiment une nana qui est sujet au craquage, quoi. Donc voilà, auto-include peut-être, mais c'est au prix d'un pack entier, parce qu'elle coûte super cher. Donc c'est pas une question évidente. Voilà, je dirais que ça c'est la première optique vraiment en doc. Euh, je veux quand même évoquer une deuxième optique qui me plaît beaucoup et qui a été jouée par mon cousin. C'est alors si je dis pas de bêtises, le bataillon c'est le Codron de garde qui joue ce coup-ci pour réduire un peu le coût en points. Et en fait, il joue un pack de Doomfire, de 15 Doomfire, qui joue avec les Cogs. Ce qui fait qu'en fait, soit il va leur donner un énorme boost de move à eux et à son armée, ce qui fait qu'ils vont se jeter encore plus vite sur l'adversaire, et parfois en gros gagner le tour qui fait que bah, sinon il serait resté vulnérable. Donc les Doomfire, Ou quand même, sinon, préciser un petit peu ce que c'est l'unité de excuse-moi, cavalerie ouais, vas-y. qui est une unité de Wizard, en fait, hein, C'est qui ça, ont un c'est une sort des assez rares unités de intéressant. Wizard. C'est ça, unité de Wizard et de cavalerie, donc c'est pas des héros, c'est un peu à la sauce Evocator, quoi. Ils peuvent lancer leur sort perso il me semble, des 3 ou des 6 BM selon le nombre de figues qu'on a dans le pack, quoi. C'est ça. Et ils peuvent lancer les Endless Spells. Ouais. Et ce qui fait qu'en fait, en lançant les cogs et on va dire, mettant les cogs en mode ralentir le temps, ça leur permet de gagner en sauvegarde. Et ben, en fait, du coup, ça devient un pack qui a une très bonne save avec les invus, voilà, des docs. Donc, en fait, tu as un pack qui est extrêmement tanky. Et en plus de ça, bah, tu as le pack de Fury sur lequel tu vas mettre la prière, etc. En Ragnar, bien sûr. Et en fait, tu vas avoir deux packs qui vont être très durs à descendre. Et ça, en fait, ça contrebalance un peu le fait qu'en doc, à chaque fois, tu vas booster un seul pack, mais que les autres packs, ils vont être vraiment en dessous. Là, ben, en fait, tu vas avoir deux packs qui vont vraiment pouvoir impacter fort. Donc voilà, c'est une liste qui peut vraiment faire des surprises. Et c'est sans doute pas ce qu'il y a de plus opti voilà, dans la méta actuelle, mais c'est une liste qui mérite, quoi. C'est clair. Bah après, on retrouve toujours un petit peu, voilà, enfin la Queen qui reste quand même assez costaud. On a l'Avatar sur son petit chaudron, etc. Il y a quand même, voilà, il y a quand même de quoi faire, mais c'est vrai que disons qu'elle a un peu l'armée un petit peu perdue de sa superbe et l'hélice classique qu'on voyait avec quand même, comme tu disais, hein, une des règles les plus fortes aujourd'hui du jeu qui est d'être éligible à faire des pillines à 6, quoi. Donc, Ouais, ça, franchement, bien joué, ça peut faire très très mal, hein, c'est mm, clair. donc Ça peut faire très très mal. empêcher
empêchez-les de se désengager, mettez une petite figue derrière, et comme ça, elles bougeront plus. C'est ça. Et puis c'est sur des gros packs en plus qu'il y a cette règle, hein. C'est pas comme les Slanesh qui généralement ont cette règle sur leurs petites unités. Mm. Là, c'est un gros pack qui va pouvoir faire en fait un gros mouvement grâce à ça, quoi. Ouais, c'est clair. Donc voilà, c'est à peu près tout concernant les docks, et puis on a fait le tour maintenant de toute la partie Grande Alliance Order.